Le XXIe siècle a connu et connaît toujours une expansion fulgurante des nouvelles technologies. De jour en jour, de nombreuses innovations technologiques et numériques apparaissent, avancent, progressent et impactent de plus en plus nos vies. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont devenues une partie intégrante de notre vie quotidienne. Que ce soit en médecine, finance, économie, éducation, énergie ou transport, tous les domaines de la vie quotidienne auxquels vous pouvez penser sont aujourd'hui impactés et bouleversés par cette vague technologique. Cette avancée technologique dans tous les domaines est accompagnée par une croissance époustouflante de données qu'on produit chaque jour. Que ce soit via nos smartphones, les tablettes, ou via les réseaux mobiles, les Wi-Fi ou les objets connectés qu'on utilise au quotidien, la création et la consommation des données sont en constante augmentation. Selon IBM, 90% des données mondiales ont été générées au cours des 2 dernières années. Et chaque jour, nous générons à peu près 2,5 quintillions de bits de données. 2,5 quintillions de bits, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ainsi, selon l'IDC, International Data Corporation, le volume mondial de données sera encore multiplié par 3,7 entre 2020 et 2025, puis par 3,5 tous les 5 ans jusqu'en 2035. Bref, toutes ces statistiques ne reflètent qu'une seule chose, c'est que le monde connaît une explosion des données. Et pour manipuler, gérer et stocker ces données, nous aurons besoin d'outils informatiques, de logiciels et surtout de langages informatiques adéquats. Et l'un des langages les plus utilisés pour la gestion et la manipulation des données est le langage SQL, qui est l'abréviation de Structured Query Language. Le langage SQL est rencontré aujourd'hui dans toutes les branches de l'informatique, développement web ou mobile, data science, informatique décisionnelle, administration des bases de données. Toute branche informatique à laquelle vous pouvez penser, on trouve le SQL. D'où l'importance de l'apprendre et de le maîtriser. C'est pour cela que dans ce cours intitulé Fondements du langage SQL, je vous propose une formation gratuite, claire et pertinente composée d'une série de vidéos pour vous aider à bien assimiler et à comprendre ce langage. Dans cette vidéo introductive de ce cours, nous allons revenir sur l'historique de ce langage, nous allons détailler son fonctionnement, et finalement, nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet et nous verrons les principales catégories d'instructions de l'SQL. L'histoire du langage SQL commence en 1970 lorsque Edgar Frank Codd, un inventeur britannique et directeur de recherche du centre IBM de San José, invente le modèle relationnel des bases de données en publiant l'article A Relational Model of Data for Large Shared Databanks. C'est cet article-là qui a donné naissance au modèle relationnel des bases de données. Si vous êtes un peu curieux, que vous voulez savoir quel est le contenu de cet article, je vous les ai laissés sans lien dans la description de cette vidéo. Le modèle a provoqué une révolution dans l'approche des bases de données. Parce qu'avant ce modèle, seul le modèle hiérarchique et le modèle en réseau de bases de données étaient dominants, mais ils représentaient des inflexibilités et des failles. Mais malgré cela, IBM n'a pas implémenté les suggestions de Codd, car à cette époque-là, il avait IMS, qui était une base de données hiérarchique déjà utilisée à l'époque par l'entreprise. 3 ans plus tard, en 1973, IBM s'intéressa au projet de Codd et commença le projet System R pour explorer les idées de Codd publiées dans son article et créer son langage de requête. 2 chercheurs étaient impliqués dans ce projet, Donald Chamberlain et Raymond Boyce. Et ce sont eux qui ont publié la première version du langage SQL intitulée SQL dans leur article SQL a Structured English Query Language que vous trouverez aussi dans la description ci-dessous. Après plusieurs implémentations, révisions et améliorations, SQL devient SQL Structured Query Language en 1975. Mais IBM, malgré cela, n'a pas beaucoup investi autour de ce système R car à l'époque, il était leader mondial d'un marché extrêmement rentable, c'était les ordinateurs mainframe. C'est pour cela que la première implémentation commerciale du langage SQL s'est faite par l'entreprise Relational Software Incorporated qui est actuellement
Oracle qui a saisi l'opportunité et a lancé son premier système de gestion de bases de données relationnelles en 1981. Et jusqu'à maintenant, le SGBD d'Oracle est le leader mondial du marché des systèmes de gestion de bases de données. Après Oracle, IBM lança à son tour son système de gestion de bases de données relationnelles nommé DB2 et RTI lance Ingress qui est actuellement PostgreSQL. En 1986, SQL a été adopté comme une recommandation par l'Institut de normalisation américaine ANSI, puis comme norme internationale par l'ISO en 1987, utilisée par la plupart des SGBD. C'est comme si toutes les entreprises se sont mises d'accord sur une seule norme à utiliser dans leur système de gestion de base de données. Depuis, la norme internationale SQL a connu un ensemble de révisions et améliorations, à savoir la norme SQL2 qui est supportée par un grand nombre de bases de données relationnelles en 1992 et la norme SQL3. SQL est désormais un langage incontournable pour tout SGBD moderne. Et même si une seule norme existe, on assiste parfois à des langages qu'on peut dire des dérivés du langage SQL comme le TSQL qui est dédié au SGBD SQL Server de Microsoft et le PLSQL qui est dédié au SGBD Oracle. Mais en gros, ces deux dérivés sont très proches de la norme internationale du langage. Nous avons déjà vu dans les cours des bases de données et celui des SGBD que pour implémenter une base de données, qu'elle soit relationnelle ou non relationnelle, sur un support de stockage, nous avons besoin d'un système de gestion de base de données. Un système de gestion de base de données ou un SGBD est un logiciel informatique qu'on utilise et c'est lui qui se charge de gérer et stocker les données sur les supports de stockage qu'on utilise. Nous avons aussi vu que l'ensemble des systèmes de gestion de base de données adoptent l'architecture client-serveur. Vous pouvez trouver le lien de la vidéo dans laquelle j'ai expliqué l'architecture client-serveur ci-dessous. Donc, chaque système de gestion de base de données a un serveur qu'on appelle serveur de base de données qu'on installe sur une machine. Cette machine peut être un ordinateur ou un serveur. Alors là, il faut faire la différence lorsque je dis serveur de base de données qui est le SGBD ou bien qui est le logiciel installé. Par exemple, lorsque je dis serveur de base de données Oracle, je parle bien sûr du SGBD Oracle. Lorsque je dis serveur de base de données SQL Server, je parle du SGBD SQL Server. Mais lorsque je dis serveur, voilà, tout court, c'est le support de stockage. Donc nous, on installe le serveur de base de données ou bien le serveur du système de gestion de base de données sur un autre serveur qui est le support de stockage. Donc le serveur de base de données ou bien le serveur du système de gestion de base de données est directement lié au support de stockage. Bien sûr, ce support de stockage peut être soit un serveur, un ordinateur, un disque dur, etc. Et pour nous, les utilisateurs, pour qu'on puisse communiquer avec le serveur du système de gestion de base de données, lui dire par exemple quelles sont les données que l'on veut, de quelle base de données, de quelle table, quelles sont les données qu'on veut enregistrer, modifier, supprimer, etc. Nous avons besoin d'un outil qu'on appelle l'outil client. Donc cet outil client qu'on utilise pour établir une connexion avec le serveur du système de gestion de base de données. Le serveur du système de gestion de base de données. À son tour, établit aussi une connexion avec le serveur ou bien le support de stockage pour nous retourner les données qui sont stockées sur ce support de stockage-là. Par exemple, pour le système de gestion de base de données Oracle, nous avons le serveur de base de données Oracle qu'on installe sur le serveur et l'outil client lié à Oracle s'appelle Oracle SQL Developer. Oracle SQL Developer contient une interface dans laquelle on écrit ce qu'on appelle des requêtes SQL. Une requête SQL, c'est une instruction à travers laquelle on dicte au système de gestion de base de données l'ensemble des opérations que l'on veut effectuer sur nos données. Et c'est grâce à ces requêtes SQL qu'on tape au niveau de l'outil client qu'on communique avec le serveur du système de gestion de base de données. De même pour SQL Server, dont l'outil client s'appelle SQL Server Management Studio qui contient aussi une interface pour écrire les requêtes SQL. MySQL aussi a plusieurs outils clients.
MySQL, Workbench, PHP, MyAdmin. Donc l'ensemble de ces outils sont utilisés pour communiquer avec le serveur MySQL via des requêtes SQL. Donc comme vous le remarquez, l'ensemble des systèmes de gestion de bases de données ont des outils clients. Et pour communiquer avec tous ces systèmes de gestion de bases de données, nous utilisons un langage unique qui est le langage SQL. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et nous allons voir les principales catégories d'instructions du langage SQL. Nous avons expliqué que pour communiquer avec le système de gestion de base de données, nous utilisons des instructions SQL à travers lesquelles on demande à notre système de gestion de base de données d'effectuer les opérations qu'on veut sur nos données. Ces instructions, en se basant sur leur rôle, peuvent être divisées en trois catégories principales. Première catégorie s'appelle le langage de définition des données, LDD, ou en anglais Data Definition Language. Ce premier type de langage nous permet de définir la structure globale de nos données. Par exemple, on utilise le LDD pour créer une base de données, pour créer une table, créer une colonne, soit supprimer une base de données, supprimer une table ou supprimer une colonne d'une table, ou bien pour modifier une table, une base de données ou une colonne. Donc, comme vous le voyez, en général, le LDD est utilisé pour créer, modifier et supprimer des objets. Ces objets-là peuvent être des bases de données, des colonnes, des tables, des schémas ou autres. Le langage de définition des données permet aussi de définir ce qu'on appelle le domaine des données. Par exemple, ici dans une colonne d'une table, nous enregistrons des dates, par exemple des dates de naissance. Alors cette colonne ne doit contenir que des dates. Elle ne doit pas contenir par exemple des chaînes de caractères, des chiffres, je ne sais pas, d'autres valeurs à part les dates. Donc là, on a défini le domaine des données, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs acceptables qu'un attribut ou bien une colonne peut prendre. Et cela, bien sûr, nous permet de garantir la cohérence et l'intégrité de nos données. Donc, c'est à travers le LDD que l'on définit le domaine de nos données. Donc, les principales instructions du langage de définition de données sont create, c'est-à-dire créer une base de données, une table ou autre, alter, c'est-à-dire modifier, faire des modifications, drop, on l'utilise pour supprimer une base de données, truncate, on l'utilise pour vider une table, voilà, une table d'une base de données, rename, c'est-à-dire renommer. Donc comme vous voyez, l'explication de ces instructions confirme ce qu'on a dit, bien sûr, confirme que le LDD est utilisé pour effectuer les opérations de création, de suppression et de modification. Bien sûr, ces instructions-là sont retirées du langage SQL, elles font partie du langage SQL. Nous allons voir dans les prochaines vidéos en détail leur syntaxe, comment les utiliser dans une requête pour effectuer les opérations qu'on veut sur nos données. Le deuxième type de langage s'appelle le langage de manipulation des données, son abréviation LMD, en anglais Data Manipulation Language. Le langage de manipulation des données, c'est l'ensemble des instructions qui concernent la manipulation des données de la base de données. Donc là, on est rentré un peu dans le détail des données. Le langage de manipulation de données nous permet donc soit d'ajouter, de supprimer et de modifier des lignes dans une table, ou bien visualiser l'ensemble des données contenues dans les tables et les bases de données. Les principales instructions du langage de manipulation des données sont insert, c'est-à-dire insérer des données, update, c'est-à-dire modifier, faire des mises à jour sur les données, delete, supprimer, et select, c'est sélectionner. Donc ce sont les instructions bien sûr retirées du SQL, on verra leur syntaxe dans les prochaines vidéos. Donc là, c'est comme si le langage de définition des données vient en premier pour définir la structure globale de ces données et le LMD nous permet de rentrer un peu en détail et manipuler ces données dont on a défini la structure. Et le troisième et le dernier type de langage est le langage de contrôle des données, son abréviation LCD ou en anglais Data Control Language. Le langage de contrôle de données nous permet de gérer les droits sur les objets de la base, c'est-à-dire l'affectation des droits aux utilisateurs ayant accès aux bases de données. Par exemple, avec le langage de contrôle de données, nous pouvons par exemple donner le droit de lecture de données de la base de données X pour l'utilisateur A
Donc l'utilisateur A ne peut que lire les données de la base de données X. Par exemple, on peut affecter le droit de lecture et modification des données de la table Y1 de la base de données Y pour l'utilisateur B. Donc l'utilisateur B, quels sont les droits qu'il a pour la table Y1 de la base de données Y? Ce sont les droits de lecture et de modification des données. Par exemple, on peut affecter le droit de suppression des données de la base de données Z pour l'utilisateur C. Donc l'utilisateur C peut supprimer les données de la base de données Z et ainsi de suite. Donc le langage de contrôle des données permet d'assurer une certaine sécurité au niveau de nos données et cela en garantissant bien en donnant les droits appropriés aux personnes appropriées. Donc les principales instructions de ce langage sont grants, c'est-à-dire on l'utilise pour donner les droits à un utilisateur, et revoke, qu'on l'utilise pour enlever un droit à un utilisateur donné. Alors là, c'était les trois principaux types d'instructions du langage SQL que vous allez trouver presque dans tous les ouvrages ou bien dans toutes les ressources sur Internet ou autres. Donc, toutes les ressources se mettent d'accord sur ces trois types de langage, mais ça n'empêche que parfois que vous allez trouver dans des ressources d'autres types de langage. Et parmi les types de langage qu'on trouve, c'est un quatrième langage, c'est le langage de contrôle des transactions ou bien Transaction Control Language en anglais. Le langage de contrôle des transactions permet de gérer les transactions au niveau des données. Il permet de valider ou bien d'annuler les modifications qu'on peut faire au niveau des données de la base de données. Les principales instructions de ce langage sont le commit et le rollback. Alors là, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez eu une idée globale sur le langage SQL, son histoire, son fonctionnement et ses catégories d'instructions. Dans les vidéos suivantes, on verra chaque instruction, bien chaque commande, son usage, son rôle et sa syntaxe dans une requête SQL. Vers la fin de ce cours ou bien de cette formation, les fondements du langage SQL, vous aurez un aperçu global de ce langage et vous serez capable de créer vos propres requêtes SQL et manipuler les données dans un système de gestion de bases de données. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos de ce cours. À très bientôt.